Lorsque des soldats racontent à quel point ils étaient mal préparés face à l'Iran, cela contredit totalement l'image de confiance et de maîtrise que Donald Trump et son responsable de la défense, Pete Hegseth, tentaient de projeter. Selon ces derniers, il ne s'agissait que d'un simple drone ayant réussi à contourner les défenses aériennes. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Des soldats affirment qu'il n'y avait tout simplement aucune fortification, aucune véritable défense contre ce type d'attaque. Le drone a frappé un centre d'opération pourtant censé être sécurisé, mais qui, en réalité, ne l'était pas du tout. De plus en plus, un fossé apparaît entre le récit officiel et ce que les militaires vivent réellement. Pour la première fois, des survivants de l'une des attaques iraniennes les plus meurtrières contre les forces américaines ont décidé de parler. Leur témoignage contredit directement la version du Pentagone. Leur unité, stationnée au Koweït, s'est retrouvée exposée de manière dangereuse. 6 soldats ont été tués et plus d'une vingtaine blessés. Ces militaires ont livré à CBS News un récit détaillé et bouleversant de l'attaque. Contrairement aux déclarations officielles qui minimisèrent l'événement, ils décrivent une situation chaotique et traumatisante. Des explosions violentes, des oreilles qui bourdonnent, de la poussière et de la fumée partout. Une scène digne d'un film de guerre. L'un d'eux explique que leur unité, composée d'environ 60 soldats, avait été maintenue sur une position pourtant identifiée comme une cible potentielle pour des drones. Pire encore, aucune raison claire ne leur a été donnée pour justifier leur présence dans cette zone à haut risque. Pour ces soldats, la conclusion est sans appel. Ces morts auraient pu être évitées. Malgré cela, le Pentagone reste silencieux, invoquant une enquête en cours, tout en affirmant que des mesures de sécurité étaient bien en place. Mais les faits rapportés racontent une autre histoire. Le centre de commandement touché n'était qu'une structure improvisée, sans protection aérienne adéquate, et les systèmes d'alerte n'ont même pas fonctionné à temps. Et ce drame ne semble pas isolé. Au sein de l'armée, les frustrations montent. De nombreux soldats commencent à remettre en question non seulement la gestion de cette guerre, mais aussi son sens même. Un phénomène inquiétant émerge, de plus en plus de militaires cherchent à quitter l'armée ou à obtenir le statut d'objecteur de conscience. Des organisations comme le Center on Conscience and War signalent une explosion des demandes en ce sens. Des soldats, parfois à quelques heures seulement de leur déploiement, cherchent désespérément des alternatives pour ne pas être envoyés au Moyen-Orient. Selon certains témoignages, cette guerre aurait été lancée sans justification claire ni légitimité, entraînant des conséquences lourdes non seulement pour les populations concernées, mais aussi pour les soldats américains et leurs familles. Le nombre de militaires entamant des démarches pour refuser de participer au conflit atteint aujourd'hui des niveaux jamais vus, surpassant même les périodes les plus critiques des guerres en Irak et en Afghanistan. Même si cela ne représente encore qu'une minorité au sein de l'armée, cette montée du doute et de la contestation en interne en dit long sur le climat actuel et sur la perception de cette guerre par ceux qui la vivent de l'intérieur. Je ne dis pas qu'on assiste à un soulèvement massif de soldats demandant le statut d'objecteur de conscience. Les chiffres restent encore limités. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Ceux qui font cette démarche sont surtout ceux qui connaissent l'existence de ce droit et de l'organisation qui peut les accompagner. En réalité, très peu de militaires savent que ce type de recours existe. Donc même si le nombre actuel peut sembler faible face aux centaines de milliers de soldats, il ne représente qu'une petite fraction de ceux qui pourraient potentiellement faire cette démarche. Et plus l'information circule, plus les demandes augmentent. Pendant ce temps, au sommet de la hiérarchie militaire, la situation devient de plus en plus instable. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, est aujourd'hui sous pression après une série de décisions controversées, notamment le limogeage brutal de hauts responsables militaires. Parmi eux, le général Randy George, chef d'état-major de l'armée américaine, ainsi que 2 autres généraux de haut rang. Ces évictions interviennent à un moment particulièrement critique, alors que les États-Unis envisagent d'intensifier leurs frappes et étudient même une éventuelle invasion terrestre en Iran. Officiellement, ces départs sont présentés comme des retraites, mais en interne, beaucoup parlent de décisions précipitées
prise sans réelle réflexion. Certains responsables militaires ont même confié avoir été complètement pris de court. Le cas du général Randy George est particulièrement marquant. Considéré comme un leader réfléchi, stratégique et profondément engagé envers ses soldats, son éviction surprend énormément. Et il n'est pas le seul, le chef des aumôniers, William Greene Jr., ainsi que le général David Hodden, chargé de la formation et de la transformation de l'armée, ont également été écartés. Ces licenciements ne sont pas isolés. Depuis son arrivée, Hegseth a renvoyé plus d'une douzaine d'officiers supérieurs, allant jusqu'à remodeler presque entièrement les plus hautes instances militaires. Aujourd'hui, très peu de responsables encore en poste datent d'avant l'administration Trump. Un autre élément frappe, la composition actuelle de l'état-major. Elle est désormais exclusivement masculine et blanche, alors même que l'armée américaine est beaucoup plus diverse. Environ un tiers des soldats sont issus de minorités et près de 18% sont des femmes. Mais pour Hegseth, ce type de représentation ne semble pas être une priorité. Il affirme vouloir mettre fin aux politiques de diversité, DEI, qu'il considère comme des distractions. Selon lui, seuls doivent compter la performance et des standards physiques élevés, sans distinction de genre. Dans cette logique, certaines figures symboliques ont été rapidement écartées, notamment le général C.Q. Brown, deuxième afro-américain à avoir dirigé les chefs d'état-major interarmés, et l'amiral Lisa Franchetti, première femme à la tête de la marine américaine. Alors oui, certains se disent choqués. Mais au fond, est-ce vraiment une surprise ? Le démantèlement des structures clés chargées de la supervision juridique, ainsi que la suppression des unités dédiées à la protection des civils, posent un problème majeur. Ces équipes existaient justement pour éviter des drames, pour s'assurer, par exemple, que l'armée ne bombarde pas des écoles ou des zones civiles. Il y a quelques années, une loi bipartisane avait été adoptée pour créer un centre de protection des civils au sein du Pentagone. Ce dispositif devait analyser les risques et limiter les dégâts humains lors des opérations militaires. Mais aujourd'hui, ce mécanisme a été largement affaibli. Effectifs réduits, budget insuffisant, priorités revues à la baisse. Selon certains témoignages, cette décision vient directement des plus hauts niveaux du pouvoir, notamment de Donald Trump et du secrétaire à la défense Pete Hegseth. Résultat, la protection des civils n'est plus une priorité. Et cela se traduit par une hausse dramatique des pertes civiles, l'une des pires observées depuis des décennies. Peu à peu, les garde-fous internes disparaissent, laissant place à une doctrine militaire plus agressive, assumée comme étant plus létale. Pour certains anciens responsables militaires, ce type de discours est extrêmement dangereux car il ouvre la porte à de potentielles dérives, voire à des crimes de guerre. Le message envoyé aux troupes est clair, moins de contraintes, plus de liberté pour frapper l'ennemi. Mais ce genre de logique, loin de protéger les soldats, pourrait au contraire les exposer davantage sur le plan moral, juridique et sécuritaire. Dans le même temps, une critique sévère émerge contre le leadership actuel. Certains estiment que le secrétaire à la défense manque de qualifications et doit sa position davantage à sa loyauté politique qu'à ses compétences. Des accusations très dures vont même jusqu'à qualifier cette orientation de dangereuse et irresponsable. Si l'on prend du recul, le tableau global est inquiétant. Des soldats sur le terrain qui affirment avoir été laissés sans protection, des versions officielles contredites par les témoignages directs, une augmentation des militaires cherchant à quitter le conflit et une hiérarchie militaire profondément bouleversée. Tout cela donne l'image d'un système sous tension, voire en dysfonctionnement. Sur le plan politique, la situation n'est pas plus stable. Le discours autour de la guerre reste flou, les objectifs mal expliqués et la stratégie de sortie inexistante ou peu crédible. Le président semble vouloir reprendre le contrôle du narratif, estimant être le mieux placé pour défendre cette guerre, alors même que l'opinion publique reste largement sceptique. Les incohérences s'accumulent, y compris au sein même de l'administration, où les responsables ne tiennent pas toujours le même discours, notamment sur des sujets sensibles comme le nucléaire iranien. En parallèle, la popularité du président est en chute libre. Les sondages montrent une forte désapprobation, liée en partie à la situation économique
et à la gestion du conflit. Cette situation devient difficilement tenable, même à l'approche d'échéances politiques importantes. Des questions majeures restent sans réponse. Les États-Unis vont-ils lancer une invasion terrestre en Iran ? Le Congrès sera-t-il consulté ? Et pourquoi certains acteurs semblent-ils anticiper ces événements au point de parier massivement dessus ? Dans ce climat d'incertitude, une chose devient claire. Lorsque des soldats commencent à s'exprimer, même avec prudence, il est essentiel de les écouter.